Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Aglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. Et bonjour à toutes et à tous, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Grand Lac. Soyez les bienvenus en direct sur le 92.fm, en DAB, sur radiograndlac.com, sur les applis téléchargeables pour les smartphones. On est très heureux d'être à nouveau en direct avec vous, comme chaque premier jeudi du mois à 11h, en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac, que l'on salue bien sûr. 28 communes autour du lac du Bourget, plus de 80 000 habitants. Une communauté d'agglomération, je rappelle, qui est née le 1er janvier 2017, à une époque où notre invité n'était peut-être pas encore né, mais bien sûr que si. Elle regroupe les anciennes intercos qui étaient Grand Lac, bien sûr, la communauté de communes du lac du Bourget, voilà, la Calbe, ça y est, j'y arrive, j'ai eu un petit trou. La communauté de communes du canton d'Albin, c'est la communauté de communes de Chautagne. Donc maintenant, c'est Grand Lac et c'est le territoire autour du lac du Bourget. Et figurez-vous que la semaine dernière, il y a une nouvelle incroyable qui est tombée pour ce beau territoire, mais qui ne nous surprend pas, tant notre environnement, tant notre qualité de vie, tant notre lac et nos paysages sont beaux et appréciés de tous. Nous avons été classés en réserve naturelle Hommes et biosphère auprès de l'UNESCO. L'UNESCO rappelle que ce sont des services de l'ONU, donc c'est international. Et le territoire du lac du Bourget est le premier territoire lacustre en Europe de l'Ouest, classé de telle sorte, et on va parler donc de cette bonne nouvelle en remerciant encore une fois toutes celles et ceux qui ont travaillé pour ce projet. En premier lieu, bien sûr, les élus, le président de Grand Lac, Renaud Beretti, Marie-Claire Barbier, vice-présidente de Grand Lac et maire de Chindrieux, Thibaut Guigues, vice-président de Grand Lac aussi, puis Philippe Aubissier, qui est élu à Aix-les-Bains et dont c'était un peu le cheval de bataille depuis son élection en 2020. Il voulait que ce territoire soit classé. Eh bien, c'est fait. Puis on remercie bien sûr tous les services, toutes les personnes à la place où elles ont été et qui ont travaillé pour ce projet, et notamment notre invitée, Marine Alix. Alors Marine Alix, elle était embauchée par Grand Lac même spécifiquement pour mener ce projet. On va voir que ça a été un travail colossal, un travail considérable, et depuis 2 ans. C'est elle qui a conduit la candidature Hommes et biosphère auprès de l'UNESCO. Maintenant, elle est devenue la coordonnatrice de cette toute nouvelle réserve, avec un sourire qui en dit long sur le plaisir et le bonheur qu'elle a à faire ça. Bonjour Marine. Bonjour. Ça va Marine ? Très très bien. En forme ? Et oui, très en forme. Bah ouais, donc très en forme. Marine, elle est toujours sur son petit nuage. Oui. Après l'annonce de cette bonne nouvelle. Oui, tout à fait. L'annonce, elle est tombée le 27 septembre, samedi dernier. Donc on est encore sous cet effet d'annonce et on est très très heureux de cette nouvelle, donc qui est tombée de la Chine, lors du congrès mondial des réserves de biosphère, qui a lieu une fois tous les 10 ans. Ouais. Donc on a eu cette chance aussi d'être désigné à cette occasion, et ça donnait quand même une belle lumière sur notre territoire. Bien sûr. D'être désigné à cette occasion. Bien sûr, sur le territoire Grand Lac, sur notre lac du Bourget que nous aimons plus que tout, et c'est sûr que des Lamartine, des Balzac, des Maupassant, de là où ils sont, doivent être très contents de voir que leur lac, qui est le nôtre maintenant, est ainsi reconnu. Alors, Marine, peut-être nous rappeler ce que c'est exactement que Hommes et biosphère, une réserve Hommes et biosphère. Alors on le dit en français, mais je crois qu'il y a l'appellation bien sûr en langue britannique, auprès de l'UNESCO. C'est quoi exactement ? Alors, Hommes et biosphère, c'est un programme scientifique mondial qui est né dans les années 70 et qui visait à désigner des territoires d'expérimentation sur lesquels on essayait d'identifier des solutions pour trouver un équilibre entre les activités humaines et des territoires sur lesquels les milieux naturels étaient exceptionnels. Donc n'importe quel territoire pouvait pas rejoindre ce programme. On était plutôt sur des territoires avec des espaces reconnus à l'échelle nationale, internationale. Et donc ce programme, il vise à désigner donc des réserves de biosphère. D'accord. Biosphère, donc oui, voilà, c'est tous les êtres vivants, c'est toute la faune, c'est toute la flore, la flore, c'est tout ça, quoi. C'est ça. C'est l'ensemble du milieu. C'est l'environnement. Voilà.
Et donc ces réserves de biosphère, elles vont accomplir trois rôles. À la fois, évidemment, conserver ces milieux naturels, puisqu'on est sur des territoires exceptionnels en termes de milieux naturels. Donc elles vont favoriser la recherche scientifique, l'éducation au développement durable pour conserver ces milieux naturels, la mise en lien des acteurs. Elles vont aussi développer ces milieux-là où les activités humaines, mais en accord avec les enjeux écologiques. Donc l'idée, c'est pas de mettre sous cloche un territoire. Bien sûr, c'est plutôt tout à fait. de favoriser le développement humain, mais en respect des milieux. C'est de l'écologie positive. Hein. Exactement. Donc on n'est pas comme sur des réserves naturelles en France ou des réserves intégrales dans lesquelles on a certains endroits donc qui sont pas du tout fréquentés par les êtres humains. Là, voilà, c'est pas du tout ce dispositif-là. Et puis le troisième rôle qu'elles vont avoir, ça va être de la logistique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des projets. Suivre ces projets, mettre en place de la recherche scientifique et suivre l'impact des activités humaines sur les milieux naturels et adapter évidemment nos activités en fonction de l'évolution de ces milieux. D'accord. Donc les réserves de biosphère, ce sont aussi des territoires qui sont organisés en réseau. Donc on parle d'un programme mondial parce qu'en fait aujourd'hui dans le monde on est à presque 800 réserves de biosphère depuis samedi dernier. C'est la question que je l'ai posée. 800. Donc presque, dans le monde entier. Voilà, dans le monde entier. C'est pas énorme. C'est pas tant que ça. Donc c'est pour ça qu'on peut être très fiers de rejoindre aussi ces milieux-là. Et donc ces réserves, elles vont être en lien constant ensemble pour traiter des questions, par exemple de gestion de l'eau, de gestion des énergies renouvelables, de gestion des milieux naturels ou encore de développement économique. L'idée, c'est vraiment de partager les bonnes pratiques entre territoires qui sont désignés. Donc en France, on a un réseau national qui est piloté par l'association MAP France. Donc il y en a 16. Voilà. Il y en avait 16, maintenant nous sommes 18. Voilà, tout à fait. Alors, c'est laquelle autre, puisque si on était 16 et qu'on est 18, donc la 17e, c'est nous. C'est qui la 18e qui a été élue en même temps que nous? Alors, c'est la réserve de biosphère Loire-et-Vilaine, des Marais au Marais. Donc, c'est situé entre Nantes et Rennes, un peu. Tout à fait. Redon, Nantes, tout ça là-bas, d'accord, ok. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc aujourd'hui on est 18 et en fait entre réserves de biosphère on s'accompagne, on s'aide, on développe parfois des projets en commun. C'est le cas par exemple aujourd'hui, donc il y a plusieurs réserves de biosphère qui se sont rassemblées pour développer des plans d'adaptation au changement climatique par exemple. Et parfois on peut aussi travailler avec des réserves de biosphère qui sont situées en Europe ou à l'international. Et c'est ça aussi la force de ce réseau-là. Oui. Voilà, c'est un réseau pour avoir aussi des conseils, des informations et mener des projets peut-être avec des procédures que l'on ne connaissait pas ou auxquelles on n'avait pas pensé, et ça a déjà été fait ailleurs et ça préserve mieux l'environnement que ce qu'on fait. Voilà. Et on peut aussi montrer ce qu'on fait de bien en termes de bonnes pratiques sur notre territoire. C'est ça aussi qui est important. Et donc, c'est un coup de projecteur sur notre lac du Bourget, notre territoire qui est mondial, là. Oui, tout à fait. C'est mondial. Donc, et c'est une désignation qui dure 10 ans. C'est-à-dire que quand on acquiert cette désignation, elle ne dure pas éternellement. Elle dure 10 ans. Et ensuite, au terme des 10 ans, nous devons donc identifier les actions que nous avons bien menées dans le cadre de la feuille de route de la réserve de biosphère, et puis les actions sur lesquelles on a été moins bon. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire ce bilan et reconduire ce processus de candidature, c'est-à-dire en reconcertant tous les acteurs. Ce qui veut dire que si pendant 10 ans, on ne mène pas des actions qui correspondent à ce programme, l'UNESCO peut dire dans 10 ans, on enlève tout. Oui. Tout à fait. D'accord. Et ce n'est pas non plus comme on a pu le lire par-ci par-là, juste une nouvelle pancarte à l'entrée des communes. C'est beaucoup plus concret que ça. Il y aura des aides financières, il y aura plein de choses. Hein. Oui. Il peut y avoir des aides financières, bien sûr. Voilà. C'est ça. En fait, dans ce projet de réserve biosphère, vous avez cette feuille de route dont j'ai parlé qui s'appelle un plan de gestion. Et dans ce plan de gestion, vous avez un ensemble d'objectifs et d'actions sur 10 ans. Oui. Sur lesquels on s'est engagé. D'accord, ce plan d'action, il était dans le dossier de candidature. Voilà, il est dans le dossier de candidature. Donc on a un certain nombre d'actions à mener. Et ensuite, en effet, dans ces actions, on va avoir un certain nombre de projets dont je parlerai tout à l'heure, très concrets, qui vont être menés à l'échelle de la réserve de biosphère, donc de l'agglomération de Grand Lac. Alors on parlera bien sûr des projets dans une deuxième partie. Alors comment se passe une candidature? Alors vous êtes déjà venu plusieurs fois ici, donc on en a déjà parlé, mais pour les auditeurs qui nous écoutent maintenant, comment se passe une candidature? Comment se monte un tel dossier? Ça doit être énorme.
C'est Parce énorme. que c'est au niveau mondial, hein, c'est pas... Oui, c'est énorme. Alors d'abord, une candidature comme celle-ci, ou même de manière générale, elle vient d'abord d'un engagement politique. C'est-à-dire Oui, que bien sûr. si le territoire et les élus d'un territoire et ensuite les acteurs qui se mobilisent autour de cette candidature ne sont pas à l'initiative, c'est très compliqué de monter un tel projet. Donc il faut un engagement politique. Ça a été le cas sur Grand Lac avec donc les élus que vous avez pu citer tout Bien à l'heure. sûr. Donc ça vient d'abord d'un engagement politique et puis ensuite, en effet, il a fallu mettre en musique finalement un ensemble d'acteurs autour de cette candidature. Donc j'ai été recrutée en 2022 pour conduire cette candidature et cette candidature, elle consiste en plusieurs étapes. D'abord, on a vraiment fait un diagnostic de notre territoire. Comment se situe-t-il aujourd'hui au regard des enjeux économiques, environnementaux, scientifiques, de tourisme. Il y a beaucoup de science, hein. Vous citez beaucoup le mot scientifique, donc voilà, c'est du sérieux. Hein. C'est du sérieux. C'est vrai que le programme Homébiosphère, il se base sur des sciences naturelles, sociales, humaines, économiques. Voilà, c'est un ensemble de disciplines qui se rejoignent. Et en fait, il a fallu étudier notre territoire sous tous ces angles-là. Et se dire où en est-on aujourd'hui, mais surtout, qu'est-ce qu'on veut demain pour notre territoire. C'est une vraie projection. La candidature à un tel programme, c'est vraiment se projeter sur le territoire que l'on souhaite dans 10 ans. Oui. Et donc, pour pouvoir faire ces projections, on avait besoin de savoir d'où on partait. Et ensuite, donc, ces projections, elles se sont concrétisées par un ensemble de rencontres avec 1200 personnes au total. Hein, vous l'avez vu, 1200 personnes, hein, ça fait pas mal de monde à réunir. À la fois des professionnels de la gestion des milieux naturels, bien sûr, mais aussi du secteur économique, scientifique, social. Voilà. Toutes les forces vives du territoire ont été associées. C'est ça. Donc, on a essayé, en tout cas, d'associer le plus de personnes possible. Bien sûr qu'on peut toujours associer plus, mais en tout cas, on a essayé vraiment d'aller dans tous ces secteurs-là. Et ça s'est traduit, donc, cette concertation aussi, donc, par cette candidature, par des concertations. On a eu deux phases. Une phase en 2023 et puis une autre en 2024. Et nous avons aussi, au cours de ces concertations, sollicité les habitants. C'est très important que les habitants puissent être associés à une candidature Homébiosphère. C'est même obligatoire dans le cadre de la candidature. Donc les habitants ont pu aussi s'exprimer sur les problèmes qu'ils pouvaient identifier sur le territoire et sur ce qu'ils souhaitaient pour le territoire. Tout ça a été un petit peu mouliné pour pouvoir identifier justement les grands axes, les grands objectifs et les actions. Faire une synthèse, quoi. Faire une synthèse de tout ça, et je pense que ça, c'est un travail énorme. C'est un travail énorme. C'est un travail énorme. Et c'est sur ce travail que repose le plan de gestion, la feuille de route de la réserve. C'est-à-dire que toutes les actions, elles ont été construites en fonction de ce qui est remonté de la part de toutes les forces vives du territoire. Donc c'est pour ça qu'on ça nous tient à cœur de dire que c'est un projet collectif qui a mobilisé vraiment beaucoup d'acteurs. Et c'est pour ça que ça a marché, parce que c'est du collectif. Hein. Tout à fait. Et c'est aussi cette force qu'a le programme Homébiosphère, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un dispositif qui est contractuel. C'est pas quelque chose qui est réglementaire qu'on va imposer, c'est quelque chose qu'on monte collectivement. Et c'est un engagement collectif à donner une direction et sur lequel on pense que ça, en tout cas sur notre territoire, c'est un dispositif qui peut fonctionner. Bien sûr. Alors donc le dossier, il a été déposé quand ? Il a été déposé en septembre 2024. Je connais toutes les dates par cœur. Hein. Ça a été une période de sa vie à Marine. Donc en septembre 2024, donc ça a mis un an, voilà, pour dire oui ou non. Quels ont été les atouts de ce dossier, les points forts, mis à part la beauté de notre territoire? Eh bien, ce qui est remonté de l'UNESCO sur les atouts de notre dossier, c'était d'abord la qualité de la concertation. Et de la diversité d'acteurs, du travail fait en amont. Tout à fait. Ensuite, c'est sur le portage politique important qui a résulté de cette candidature. C'est pas toujours le cas dans les réserves de biosphère, mais dans la volonté là était réelle. Hein. C'est ça. La volonté était réelle et surtout, on est sur une réserve de biosphère qui est à l'échelle d'une seule agglomération, qui a mobilisé des élus d'une agglomération. Donc ça a été aussi, c'est un peu la spécificité, la force de notre territoire, parce que il répond pas forcément aux critères habituels des réserves biosphères qui sont sur des territoires un petit peu plus larges où il y a plusieurs agglomérations, plusieurs communes. Donc nous, c'est un peu aussi la force de notre candidature. On est sur un modèle un peu atypique. On est aussi sur un territoire qui est vraiment propice. Mais qui est petit un petit peu, non ? Par rapport aux autres réserves, on imagine des territoires beaucoup plus grands.
Tout à fait. Il est petit. Mais la force de ce territoire, c'est que il est vraiment propice à ce sujet d'équilibre homme-nature. Parce qu'on est sur un territoire très urbain. Ouais. Sur une partie, mais en même temps on a des milieux naturels Bien exceptionnels, sûr. un territoire qui est très dynamique économiquement. Donc c'est vrai que pour l'UNESCO, c'est vraiment la force de notre dossier, c'est ce côté un peu atypique du territoire, avec voilà cet équilibre à identifier réellement entre les activités humaines et la préservation des milieux naturels. Donc voilà, les points forts du dossier, c'était ça. Est-ce qu'il y a eu des points faibles qui auraient pu, qui ont posé des petits problèmes ou qui ont posé quelques réflexions? Bah justement, ce modèle un peu atypique au départ était un peu perçu comme un point faible, je ne sais pas, mais en tout cas comme un point de vigilance, de la part du Comité national français. Il fallait vraiment justifier pour quelles raisons on restait sur ce périmètre-là. Et puis l'autre point, en tout cas, de questionnement qu'on a pu avoir, c'était surtout sur des principes de zonage. Je suis pas rentrée dans ce détail-là, mais en tout cas, dans une réserve biosphère, vous avez 3 types de zones pour assurer les 3 rôles, la conservation, le développement et puis la logistique. Et en fait, sur certaines zones, il fallait qu'on justifie aussi pour quelles raisons on s'arrêtait finalement aux frontières administratives de notre agglomération. Parce que très souvent, on le sait bien, nos milieux écologiques, nos écosystèmes ne s'arrêtent pas aux frontières administratives. Donc il fallait justifier dans quelle mesure on allait collaborer avec les territoires voisins pour mettre en place... Grand Chambéry ou même le département de l'Ain, le département de la Haute-Savoie, le massif des Bauges. Tout à fait. Donc on a rencontré ces acteurs-là pour exposer un petit peu le projet, se mettre en accord aussi sur les actions qu'on souhaitait envisager et sur lesquelles on allait travailler en commun. Et donc ces points de vigilance finalement nous ont permis d'encore mieux structurer notre dossier. Marine Alix qui en parle comme si elle connaissait le dossier, hein, mais elle le connaît tellement bien puisqu'il y a 2 ans qu'elle travaille à Grand Lac pour s'occuper de 3 ans maintenant. 3 ans, ah, d'accord, oui. Okay, il y a 3 ans, comme le temps passe, pour s'occuper de cette candidature Hommes et Biosphère auprès de l'UNESCO. Il rappelle que la semaine dernière, l'UNESCO a dit OK, on crée cette nouvelle réserve de biosphère du lac du Bourget entre Rhône et Alpes. Et donc, elle nous en parle avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme. Et on va marquer une pause musicale et ensuite, on parlera de ces actions qui vont être menées pendant les 10 prochaines années, puisqu'on rappelle que c'est un label, si on peut dire, qui est donné pour 10 ans. Et au bout de 10 ans, tout peut être remis en cause si les actions n'ont pas été menées. Donc, il va falloir faire attention, Marine. Attention, allez, on est toujours en direct sur Radio Grand Lac, 11h18, en partenariat avec la communauté d'agglomération Grand Lac. Parlons du territoire, et c'est dans quelques petites minutes. Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale, au cœur de votre quotidien, sur le 92.1 et en DAB. Parlons du territoire, le journal d'info de l'Agglo Grand Lac sur Radio Grand Lac. De retour à 11h22, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac pour ce direct avec la communauté d'agglomération Grand Lac, comme chaque premier jeudi du mois à 11h. Parlons du territoire, parlons de notre territoire et parlons de ce territoire qui vient d'obtenir la qualification réserve Hommes et Biosphère auprès de l'UNESCO. Et pour en parler, j'ai toujours le plaisir et l'honneur d'avoir face à moi Marine Alix qui a porté un peu ce projet sur les fonds baptismaux, qui a travaillé depuis 3 ans en tant que chargé de mission pour mener un peu la procédure, pour suivre le dossier, pour monter le dossier avec tous les acteurs qui ont participé à ce projet. On rappelle, c'est 1200 personnes quand même. Et puis maintenant, elle est devenue donc logiquement après que la bonne nouvelle soit tombée, la coordinatrice pour suivre l'évolution de ce projet pendant les 10 prochaines années. Alors Marine, ça va ? Très bien. Tout va bien. Peut-être avant qu'on parle du projet, des actions qui étaient donc bien marquées dans le dossier de candidature, peut-être un petit mot sur Marine. Quel est le parcours de Marine avant d'en arriver là ? Alors, initialement, j'étais
dans le conseil auprès à la fois des associations internationales. Donc j'ai travaillé par exemple chez Handicap International pendant quelques temps. Et puis ensuite j'ai plutôt travaillé auprès des collectivités territoriales. Donc ça allait du ministère à l'agglomération, au département, dans le conseil, dans l'évaluation de leur politique. En gros, je les accompagnais pour identifier ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins. Et quelles études pour faire ça? Sciences Po Lyon. Sciences Po Lyon. D'accord. Sciences politiques à Lyon, donc un joli cursus. Oui. Pour voilà, donc pour en arriver là. Et vous êtes d'Aix-les-Bains ou non, vous n'êtes pas du coin? Non, je suis originaire de Normandie. D'accord. Donc basse ou haute? Basse Normandie. Basse Normandie, d'accord. Et quand vous êtes venu la première fois à Aix-les-Bains sur le lac du Bourget, quel a été votre premier sentiment? Eh bien, justement, je trouvais que ce lac avait ce côté sauvage qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres lacs sur le territoire français. Et la présence, ce qui m'avait marqué, moi, c'est que j'étais venue en plein hiver, où il y avait cette espèce de brume qui tombait sur le lac, avec quelques petites barques de pêcheurs qui pêchaient, des oiseaux divers et variés qu'on pouvait voir sur ce lac. Et en fait, voilà, c'est la beauté du cadre m'avait quand même marqué. Donc j'ai été vraiment ravie de pouvoir venir. Donc je vivais à Lyon auparavant. J'étais déjà partie de la Normandie, mais en tout cas, je venais très souvent sur le territoire, que ce soit en hiver ou en été. Donc j'étais vraiment ravie de venir m'installer ici aussi. Et donc maintenant, vous êtes devenue une actrice pleine de ce territoire, puisque vous êtes donc la coordinatrice de la toute nouvelle réserve de biosphère du lac du Bourget entre Rhône et Alpes. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant les 10 prochaines années? Eh bien, on va se mettre en ordre de marche finalement pour pouvoir. Oui, parce que maintenant, on rentre dans le concret maintenant. Exactement. Maintenant, on rentre dans le concret et on va. On rentre dans le dur là. On va mettre en place un certain nombre d'actions qui ont été ciblées dans cette feuille de route. Alors bien sûr, quand je dis c'est l'ensemble des partenaires. On va pas seul. Grand Lac ne va pas mettre en place toutes ces actions. On a un certain nombre d'actions qui vont être portées par les services de Grand Lac sur les questions de mobilité, par exemple. Sur les questions de transition énergétique, sur la gestion des forêts, la gestion des déchets, etc. Donc tous les services de Grand Lac sont mobilisés dans le cadre de la réalisation des actions. Donc certains mènent déjà ces actions-là. L'idée, c'est de les poursuivre, voire de les renforcer. Et puis, on a surtout de nouvelles actions aussi, ou des actions qui existent de la part des partenaires. Donc, je cite certains comme le Seine-Savoie, le Cisalbe, qui agissent sur déjà les questions de préservation de l'environnement. Alors, le Seine, c'est le Conservatoire des espaces naturels de Savoie. Tout à fait. Et le Cisalbe, le comité intersyndical de suivi d'assainissement du lac du Bourget. Tout à fait. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça, oui. Excusez-moi, je t'ai dit non, mais c'est pour nos acronymes. Auditeurs, parce que c'est vrai que nous, on les connaît, mais voilà. Oui. Donc on a un certain nombre d'acteurs tels que ceux-là, l'ONF, le Parc naturel régional du Massif des Bauges, les acteurs économiques, donc tous ceux qu'on a pu finalement rassembler dans cette candidature, ils vont également contribuer à la mise en œuvre de ces actions. Certains les mènent déjà et certains vont mettre en place de nouvelles actions. Donc dans le plan de gestion, on va avoir différents types d'actions. Bon, évidemment, d'abord des actions en lien avec la conservation de milieux naturels, parce que c'est aussi un des rôles de la réserve de biosphère. Donc, par exemple, dans quelques mois, nous allons mettre en place un nouveau projet qui sera porté par la réserve de biosphère et les partenaires. C'est la réalisation d'atlas de biodiversité à l'échelle des communes. Donc, de chaque commune, oui. On en avait déjà parlé avec la commune de Labiole, qui participe notamment pour les marais du Villard et tout, voilà, qui était venu ici en parler. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de faire un inventaire très précis de la biodiversité de ces communes. De toutes les espèces que l'on peut y trouver. Voilà. Et puis de mener des actions de sensibilisation aussi auprès des habitants de ces communes. Mais également de les inclure dans les inventaires. C'est-à-dire que moi, je vais me promener dans mon village ou dans la forêt à côté de chez moi. Eh ben, je peux envoyer ce que je relève en termes d'espèces ou prendre en photo des espèces et les faire remonter. L'idée, c'est de faire participer l'habitant. C'est participatif pour tout le monde. Tout à fait. D'accord. Donc ça, par exemple, ça va nous permettre d'intégrer les enjeux de biodiversité sur chacune des communes et de pouvoir aménager notre territoire en prenant en considération ces enjeux-là. Donc, par exemple, dans nos prochains plans d'urbanisme, ça va être intégré. Donc, oui, je pense que les documents d'urbanisme, Scott et tout, doivent avoir un grand rôle à jouer, les PLUI. Absolument.
Absolument. Donc l'idée, c'est de pouvoir intégrer ce travail-là dans la prochaine révision, par exemple, de ces plans-là. Est-ce que les documents d'urbanisme doivent être conformes au dossier ou ils ne s'imposent? Oui. Alors, il faut savoir que les réserves de biosphère, elles n'ont pas de valeur réglementaire forte. C'est un dispositif contractuel. Mais par contre, en effet, nos documents d'urbanisme et tous les documents de Grand Lac à venir, tous les plans qui seront déployés, devront prendre en considération la réserve de biosphère, son plan de gestion, mais également le zonage dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les différents types de zones et puis celles qu'on souhaite absolument conserver, celles sur lesquelles on peut développer des choses mais de manière raisonnée, et puis le reste. Donc en fait, nos documents d'urbanisme devront prendre en considération, en tout cas c'est l'engagement collectif qu'on s'est donné en portant ce projet à l'échelle d'une agglomération. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le zonage, sur ces 3 zones, nous les expliquer un petit peu? Oui, donc il y a Elle connaît tout ça par cœur, Marine. Il y a 3 types de zones dans une réserve de biosphère. Donc vous avez la zone centrale, donc c'est une zone dans laquelle on va assurer la première fonction de conservation de ces milieux naturels. Donc en fait, ces zones centrales, ce sont des zones existantes à l'échelle nationale sur lesquelles il y a déjà de la réglementation forte. Je vous donne un exemple, des arrêtés de protection de biotopes, des réserves intégrales. Ces zones existantes sont pour les réserves de biosphère des zones centrales. Donc on crée pas de zone. La réserve, elle se calque sur ce qui existe à l'échelle nationale, en tout cas en France. Donc ces zones centrales, l'objectif, c'est la conservation de ces milieux, le suivi scientifique et l'éducation au développement durable. On va rien faire d'autre dessus, mais parce que c'est déjà dans la loi française. La réserve, elle impose pas. D'accord. Ensuite, vous avez une deuxième zone qui s'appelle la zone tampon. En fait, ces zones-là, ce sont des milieux naturels comme nos forêts, notre lac, qui est une zone tampon, ou des marais, des zones humides, qui bénéficient pas de dispositifs réglementaires forts, mais qui sont quand même des milieux naturels importants, sur lesquels on a une préoccupation et qu'il faut préserver. Donc, par exemple, ça va être tout ce qui est zone Natura 2000, des dispositifs un petit peu contractuels sur lesquels il y a des activités possibles, mais il y a de la surveillance et du suivi tout de même. Donc ces zones tampons, l'objectif pour la réserve biosphère, c'est de continuer à les suivre, d'assurer que les activités humaines qui s'y développent, elles n'impactent pas de manière significative le milieu, de pouvoir développer, tester des solutions économiques qui soient viables, durables sur ces milieux-là. Donc on peut faire de l'activité, mais il va falloir qu'on fasse attention à la façon dont on le développe. De prendre en compte l'environnement et les contraintes qui en découlent. C'est ça, et de faire de la recherche scientifique toujours, parce que c'est là qu'on va avoir le plus d'interaction avec nature en fait. C'est sur ces zones-là. Et puis après, vous avez les dernières zones qui sont ce qu'on appelle les aires de transition. En fait, les aires de transition, c'est le reste du territoire, c'est-à-dire des zones urbaines, des zones artificialisées, des zones commerciales ou des zones qui ne bénéficient pas du tout de dispositifs de protection. Et sur ces zones-là, l'enjeu, c'est de développer économiquement le territoire, mais encore une fois avec des nouveaux modèles en lien avec la transition de demain. D'accompagner les acteurs, de financer par exemple certains projets qui sont en lien avec le développement durable. Donc ça peut être très bien un projet en lien avec l'agriculture, avec la transition énergétique. Il y aura des financements possibles de la part de l'UNESCO? Alors non, l'UNESCO ne finance pas directement les réserves de biosphère. Par contre... Non mais les projets, on pourra demander des financements pour certains projets. Si on souhaite en effet financer certains projets, ce ne sera pas directement l'UNESCO qui va le financer. Ce sera des projets, des financements qui vont émaner de l'État français, des autres collectivités territoriales françaises. D'accord. En fait, le fait d'être réserve de biosphère, ça vous donne un atout supplémentaire dans vos demandes de subventions. Réel d'ailleurs, parce que par exemple les ABC, on l'a mis en avant et je ne sais pas si ça a fait la différence, mais en tout cas, ça nous permet quand même de lever des fonds de manière plus significative. Ce qui est aussi essentiel quand on est réserve de biosphère, c'est qu'on peut faire des demandes pour développer des projets entre réserves de biosphère. Oui. Et ça, c'est un vrai atout. Par exemple, dans le cadre de financement européen. C'est beaucoup plus facile de lever des financements européens pour développer des projets sur notre territoire quand on s'associe avec d'autres territoires réserves de biosphère. Et il y a des projets là déjà d'association avec d'autres réserves françaises ou peut-être oui, il y en a un qui a été remporté récemment. Donc nous, on fait pas partie des réserves parce qu'on n'était pas encore dedans. Oui, mais par exemple, en France, il y a une dizaine de réserves de biosphère qui ont remporté ce qu'on appelle les projets LIFE. Donc c'est des projets européens avec quand même un gros financement à la clé et qui vont leur permettre de monter des projets très concrets d'adaptation au changement climatique. Donc elles sont 10 et pendant 5 ans,
elles vont avoir des fonds qui vont tomber de l'Europe pour pouvoir mener des projets d'adaptation au changement climatique sur leur territoire. Et si chacune avait fait une demande, peut-être que ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. On veut vraiment jouer sur le collectif. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est intelligent. Oui, c'est la force du réseau. C'est la force du réseau. Et donc nous maintenant, nous faisons partie de ce réseau puisque nous avons également le label. Je ne sais pas si le terme est bon, comment on appelle. La désignation plutôt, parce que c'est pas forcément un label. Voilà, c'est plutôt une désignation. Désignation réserve de biosphère du lac du Bourget entre Rhône et Alpes. C'est ça. Il fallait le trouver, ça c'est Marine qui a trouvé. Ah non, le nom a également été choisi de manière concertée, tout à fait, entre acteurs, partenaires et élus. Et alors, est-ce qu'il va y avoir, donc on a bien compris comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des contraintes fortes, mis à part le fait qu'il faut s'adapter, bien sûr, et c'est pas une contrainte, il faut que dans chaque action, qu'elle soit publique ou privée, qu'on pense à l'environnement et à sa préservation. Est-ce qu'il y a vraiment des contraintes fortes pour les collectivités locales, pour la population? En fait, il n'y a pas de contraintes fortes, c'est-à-dire que vous, en tant que réserve de biosphère, vous n'allez jamais interdire une activité. C'est pas son rôle. Tout à fait. Par contre, le rôle d'une réserve de biosphère, c'est de pouvoir dire collectivement, on s'est engagé à avoir cette trajectoire-là pour notre territoire. On s'est engagé sur telle ou telle action en faveur de l'environnement, des milieux naturels ou même de l'humain sur notre territoire. Et donc, finalement, la seule contrainte, c'est celle qu'on voudra bien se donner. Et c'est celle que l'on s'est donnée en candidatant à cette désignation. Et en suivant, finalement, les actions sur lesquelles on s'est engagé dans le plan de gestion. D'accord. Donc, finalement, la contrainte que l'on va se donner, c'est de pouvoir analyser chacune de nos politiques publiques au regard de son impact sur la biodiversité à l'avenir. C'est ça finalement, c'est la contrainte que l'on s'est donnée en candidatant à cette désignation. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir décider de manière concertée à chaque fois sur des projets qui peuvent avoir un impact sur la biodiversité, sur l'environnement de manière générale. Donc on va mettre autour de la table des personnes qui parfois ne se côtoient pas. On va par exemple s'appuyer peut-être beaucoup plus sur la recherche scientifique dans la prise de décision. On va peut-être mettre autour de la table des élus avec des agriculteurs, avec des habitants, avec des scientifiques pour pouvoir prendre une décision sur un projet en tant que en qui particulier. Les concerne. Voilà, peut-être prendre des avis auprès des personnes qui connaissent les problèmes et qui connaissent les problématiques et les thématiques. C'est ça. D'accord. Et même un habitant. Voilà. Oui, l'idée, c'est vraiment de concerter le plus possible dès qu'il y a des questions d'aménagement ou qui sont sensibles, où il y a une problématique en lien avec l'environnement. Alors, si des personnes privées veulent voir le dossier de candidature, c'est possible? Oui. C'est public? Oui, tout à fait. C'est public. Il n'y a pas de tabou. C'est public. Le plan de gestion est accessible. Il y aura également un site internet dédié à la réserve de biosphère qui va être prochainement créé. Et donc sur lequel on pourra retrouver finalement ce dossier de candidature, mais aussi toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la réserve de biosphère. Et donc le dossier il est à Grand Lac? Le dossier est à Grand Lac. D'accord. Dans le bureau de Marine, donc voilà. Tout à fait. Et alors, concrètement, donc maintenant il y a plusieurs personnes, il y a un service qui va être dédié à cela pour suivre tout ça parce que c'est méticuleux et ça va être important comme tout. Oui, tout à fait. Il va y avoir combien de personnes qui vont... un service. Alors le nombre de personnes n'est pas encore arrêté, mais en tout cas ce qui est certain, ou en tout cas en voie de décision, c'est que nous allons recruter une personne dédiée pour mener les atlas de biodiversité communaux, en partie sur son temps de travail. Communes, ça. Alors, au départ, sur les 3 premières années, on est sur 11 communes. Sur 11 communes. Et puis ensuite, on fera le reste pour celles qui sont volontaires. Hein, voilà, il faut qu'elles soient volontaires, donc on va pas imposer. Mais en tout cas, l'idée, c'est de commencer par une première tranche de communes ces 3 prochaines années, et les 3 suivantes, on fera le reste. D'accord, mais sous contrôle qu'elle soit. Enfin, évidemment, il faut qu'elle soit d'accord. Si une commune membre de Grand Lac n'est pas volontaire pour le faire, joue un peu à contre-courant, il se passe quoi? On ne pourra pas imposer. Encore une fois, c'est contractuel. On est sur un dispositif contractuel. On n'est pas là pour imposer des choses. On essaiera évidemment de négocier et de montrer en quoi c'est utile, mais la commune n'est pas obligée de mener ses atlas de biodiversité. J'ai comme l'impression, chère Marine, que les 10 ans qui arrivent vont passer très vite. Oui, tout à fait. Pour les ambitions qu'on s'est données, en effet, 10 ans, c'est à la fois long et à la fois court. Mais ça passe très vite. Ça passe très vite. Donc Marine va être très prise. Sur la planche.
Marine va être très prise. Et puis voilà, en tout cas, si la volonté politique reste, et on n'en doute pas une seconde, et ben donc notre territoire, notre environnement va encore bénéficier de nouvelles mesures de protection, de préservation. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour les générations futures, ça. Oui, tout à fait. Et puis après, au-delà de la protection, de la préservation, l'idée, c'est aussi d'accompagner au changement de pratique en lien avec les enjeux qu'on connaît bien, liés au changement climatique. Donc, c'est aussi d'accompagner l'économie dans sa transition. C'est aussi sensibiliser les acteurs sur plein de pratiques en lien avec les enjeux de demain, le tri des déchets, la connaissance de la biodiversité, mais aussi la connaissance de l'importance de la ressource en eau. Oui, bien sûr. Il y a vraiment plein de choses. Là, je me suis arrêtée sur un axe très précis en lien avec la préservation des milieux, mais il y a aussi tout un changement qui est souhaité au niveau collectif sur, par exemple, notre modèle touristique. Voilà. Oui, bien sûr. L'agriculture, pouvoir accompagner les agriculteurs demain quand on fera face à des phénomènes de sécheresse de plus en plus importants, des maladies. Phénomènes climatiques violents, quoi. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a aussi vraiment la volonté d'accompagner collectivement à cette transition et à savoir faire face finalement aux enjeux de demain. Et par la recherche scientifique et par finalement le fait de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'il y a vraiment des territoires qui ont trouvé les solutions et qui les mettent en application. Et ben, être réserve biosphère, ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus vite ces solutions et de les mettre en place chez nous. Et puis, évidemment, de montrer aussi ce qu'on fait bien, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait bien. Cette reconnaissance, c'est aussi finalement une valorisation de l'effort collectif que l'on mène depuis des dizaines et dizaines d'années pour préserver ce territoire. Tout à fait, des décennies avec, bien sûr, les actions menées en son temps par Michel Barnier avec le projet Grand Lac dans les années 90, puis ensuite qui a été continué par la Calbe, par Grand Lac et l'ensemble des communes, le CIDALB, bien sûr, avec la qualité de l'eau de notre lac qui a été amélioré beaucoup par rapport à plusieurs années. Donc c'est une concrétisation, c'est une reconnaissance en fait du travail fait, mais qui oblige aussi pour l'avenir. Absolument, vous l'avez très bien synthétisé. Reconnaissance qui oblige pour l'avenir. En tout cas, bravo. Merci à toutes celles et ceux, encore une fois, qui ont travaillé d'arrache-pied pour obtenir cette qualification. J'ai bien noté qu'il fallait pas parler de label, mais de qualification. Réserve de biosphère du lac du Bourget. Première réserve lacustre française et même en Europe occidentale. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde, des réserves lacustres? Et elle me fait oui de la tête. Donc voilà, on sait qu'il va y en avoir. Ce sont lesquelles, en gros, quelques-unes? Il y en a. Alors, j'ai pas les noms complets des réserves de biosphère, mais il y en a. Mais qu'on les situe un petit peu sur le planisphère. Donc, il y en a. Je dirais sur tous les continents. Il y en a, par exemple, au Canada, avec laquelle j'avais d'ailleurs échangé en début de candidature pour pouvoir voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Il y en a également sur le continent africain. Il y en a aussi sur le continent asiatique. Donc, on est vraiment. Je dirais sur chacun des continents, il y a forcément un lac quelque part. Oui, donc, en Antarctique, peut-être pas. Peut-être pas, mais quoique à l'avenir, on pourra malheureusement peut-être se poser la question. Mais en tout cas, voilà, il y en a vraiment sur l'ensemble du globe, et l'idée c'est vraiment de pouvoir aussi échanger avec ces territoires-là qui mettent en place déjà des projets sur leur lac respectif, de pouvoir échanger sur ce qu'on fait de bien nous aussi et puis eux ce qu'ils peuvent nous apporter. Et en tout cas au sein de l'UNESCO, au sein de l'ONU, depuis la semaine dernière, on sait maintenant une chose, c'est qu'il y a plein de lacs à travers le monde qui sont protégés, mais tout le monde le dit, le plus beau c'est le lac du Bourget. Oui, c'est vrai. C'est bien ça, Marine. Le plus beau c'est le lac du Bourget. En tout cas, merci Marine Alix, coordinatrice de la nouvelle réserve de biosphère du lac du Bourget entre Rhône et Alpes, d'être venue nous en parler ici. On remercie encore une fois vraiment les 1200 acteurs, les 1200 particuliers même qui se sont mobilisés pour obtenir cela. Et puis on va vous suivre pendant les 10 prochaines années, et on ne doute pas qu'en 2035, c'est demain. C'est demain. On ne doute pas qu'en 2035, l'UNESCO dira bravo pour ce qui a été fait autour du lac du Bourget et confirmera la qualification de réserve de biosphère du lac du Bourget. Encore un petit mot à dire, Marine ? Non, mais écoutez, je pense que tout a été dit. Simplement encore un grand merci aux partenaires et puis au service de l'agglomération Grand Lac, aux élus de s'être mobilisés sur cette candidature. Et en effet, on a encore beaucoup de plans sur la planche.
Voilà, c'est un projet collectif et on va y travailler collectivement pour en effet arriver en 2035 en se disant regardez, on a avancé sur ces sujets, on a encore peut-être des choses à voir, mais en tout cas on a réalisé quand même une grande partie des engagements sur lesquels on s'était mis d'accord. Et Marine va être une très bonne locomotive pour en arriver là. Il est 11h43, on va arrêter là cette émission. À midi, c'est à nouveau le Flash Info avec Maxime, Flash Info national, local et la météo. Et puis à midi 5 à peu près, ce sera Fabien avec on passe à l'action, notre émission sur les finances, on passe à l'action. À 13h, le retour de Sandrine, La Nature et vous. On va encore parler de nature à 13h. Et puis à 18h30, notre émission économique, le grand bain de l'écho avec Benjamin. Merci Marine Alix, merci encore à tous. Et vive le lac du Bourget, vive notre territoire et cette nouvelle réserve de biosphère reconnue maintenant, pas au niveau départemental, pas au niveau national, pas au niveau européen, mais au niveau mondial. Donc je crois que maintenant on peut pas aller plus haut là. Hein? Non. On a atteint le summum là. Tout à fait. Merci Marine Alix, à bientôt à toutes et à tous. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.